Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous propose de démarrer ce conseil municipal du jeudi 6 octobre 2016 avec, comme à l'accoutumée, l'appel des présents. Et la parole est à la questure. Monsieur Ferrari. Présent. Monsieur Toscano. Présent. Madame Grand donne pouvoir à Monsieur Ferrari. Monsieur Nymphosi. Présent. Madame Grillet. Présent. Monsieur Issette. Présent. Madame Rodriguez. Oui. Monsieur Yayaoui. Présent. Madame Perrier. Présent. Monsieur Dussard. Présent. Madame Chemry. Présent. Monsieur Alphonse. Présent. Monsieur Demurcia. Présent. Madame Bernard. Donne pouvoir à Madame Bonnet, pardon. Monsieur Bouquercy. Présent. Madame Roy donne pouvoir à Monsieur Alphonse. Madame Bonnet. Monsieur Dacruz. Oui, présent. Madame Gomez-Fiegas donne pouvoir à Monsieur Dussard, pardon. Madame Emery Behoff. Ah, je l'ai pas eu. On a vérifié, il était... Non. Ah oui, excusez-moi. Donc, pouvoir à Madame Perrier. Madame Laïb. Présent. Monsieur Mera. Présent. Monsieur Brocard donne pouvoir à Monsieur Toscano. Madame Cubillo donne pouvoir à Monsieur Issette. Monsieur Durand donne pouvoir à Madame Torres. Madame Torres. Madame Saès. Monsieur Bussy. Présent. Monsieur Chemin-Guy donne pouvoir à Monsieur Bussy. Madame Glé. Madame Gaggio. Madame Padagopoulos. Présent. Monsieur Gaggio. Présent. Le quorum est atteint. Merci, le quorum est donc atteint. Nous allons donc pouvoir examiner l'ordre du jour de ce conseil municipal avec la désignation d'un secrétaire de séance. Il vous est proposé Mébroc Bouquercy. Si ça n'appelle pas d'autres candidatures, il est donc désigné. Conformément à ce qui avait été indiqué à la fois en commission, mais également au président de groupe, la délibération numéro 10 est retirée, puisque nous attendions en fait l'avis à la fois des domaines et l'avis de l'inspection d'académie. Ces avis ne sont pas arrivés, donc nous attendons qu'ils arrivent et seront présentés à l'occasion du prochain conseil municipal. Et il vous est proposé de rajouter une délibération que vous avez sur table, si vous en êtes d'accord. Il s'agit de l'indemnisation d'un agent de la commune au titre de la responsabilité civile de la ville, et c'est la délibération qui sera numérotée 20. S'il n'y a pas de difficulté, merci à vous. Le compte-rendu du conseil de la semaine dernière sera vu la prochaine fois. Et je vous propose, sans plus attendre, de passer à l'ordre du jour. Avec la délibération numéro 1, il s'agit du rapport de la Chambre régionale des comptes pour la gestion des comptes de Grenoble-Alpes Métropole pour l'exercice 2008 à 2013. Il s'agit en fait, ce rapport a été présenté au Conseil de métropole le 1er juillet de cette année, 2016. Ensuite, la Chambre régionale des comptes, Madame la Présidente, transmet à l'ensemble des maires de la métropole. C'est des évolutions dans, je dirais, la façon de transmettre un peu les rapports. Et nous avons ensuite, nous, à inscrire au premier conseil municipal qui suit, je dirais, tout simplement la réception du dit rapport. Nous avons à le présenter à l'Assemblée municipale, et ce, dans les 49 communes de la métropole. Vous avez donc le rapport qui vous a été transmis, rapport qui indique un certain nombre de points dont vous accepterez sans doute que je n'en fasse que la synthèse et pas la lecture exhaustive. Nous avons eu en fait un rapport de la Chambre sur la période 2008-2013, et notamment avant
avant la fusion du 1er janvier 2014 avec les 3 communautés, l'ex-métro, le balcon sud de Chartreuse et le sud grenoblois, et avant la transformation en métropole au 1er janvier 2015. Les investigations de la Chambre ont porté sur la situation financière et la gestion des ressources humaines, et également le service public de l'assainissement. Les données ont été actualisées autant que possible jusqu'en 2015. La situation financière, ce qu'il ressort de la communauté d'agglomération, puisque nous n'étions que communauté d'agglomération, est marquée par un niveau de capacité d'autofinancement brut satisfaisant, des recettes fiscales nettes qui n'ont pas été réduites après la mise en œuvre de la réforme de la TP. Toutefois, cette situation pourrait être affectée par les risques liés à 2 emprunts structurés indexés sur le franc suisse, dont les taux d'intérêt actualisés ont fortement augmenté au début de l'année 2015. Ceci s'appelle les emprunts toxiques. Et la Chambre nous dit à ce moment-là, un dossier auprès du fonds de soutien mis en place par l'État a été déposé et nous demande d'ailleurs à ce moment-là, et c'est dans les recommandations, tout simplement de définir une stratégie de gestion sur cette question des emprunts structurés. C'est ce qui a été fait au 1er juillet de cette année, où la métropole a décidé effectivement de répondre au fonds de soutien de l'État pour enfin désactiver le caractère toxique des 2 emprunts structurés. La Chambre régionale des comptes indique que nous invite à maintenir la capacité d'autofinancement brut et indique également que la capacité de désendettement de la métropole s'améliore et correspond à 7 ans en 2014. Ensuite, la Chambre, conformément a ausculté le service public de l'assainissement et revient notamment sur la mise aux normes de la station d'épuration qui a été engagée au début des années 2000 et qui ne se sont pas traduits par un fonctionnement satisfaisant de l'équipement à leur achèvement en 2004. Et la Chambre régionale des comptes indique qu'un programme d'investissement a été réalisé, à la fois des investissements sur la méthanisation des boues, mais également la désodorisation de la station. Je rappelle juste à ce titre-là qu'il n'y a même pas 15 jours de cela, nous avons inauguré les nouveaux travaux définitifs de la station d'épuration et en fait nous verrons cela à l'occasion du rapport sur le service public d'assainissement qui nous sera présenté l'an prochain, que justement ces travaux permettent désormais d'avoir des conformités quasi permanentes en fait avec nos rejets dans la rivière. Donc ces éléments-là, ils indiquent également, la Chambre régionale des comptes indique un point important, que le renouvellement du réseau d'eau pluviale est insuffisant et devrait faire l'objet d'une attention particulière. C'est d'ailleurs pour cela que la métropole a décidé d'inviter les communes à une nouvelle collecte, puisque nous nous sommes aperçus que finalement, lors du transfert des eaux pluviales, à l'époque, il y avait un certain nombre de manques en termes de transfert financier des communes, de façon à véritablement bien assurer le traitement des eaux pluviales, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Donc toutes les communes seront invitées à participer à ces travaux, ce qui ne va pas évidemment être simple compte tenu de la situation financière des communes d'aujourd'hui. Bien, sur les tarifs du service d'assainissement, il est indiqué qu'ils sont inférieurs aux autres grandes agglomérations, qu'un certain nombre de questions étaient posées sur le prix réel du service, qu'une comptabilité analytique devait être mise en place, et je dirais en continu. Il est indiqué au final que la situation du service d'assainissement sur la période 2008-2013 est satisfaisante, mais qu'il fallait évidemment se mettre en conformité avec les rejets, le traitement des eaux pluviales, les emprunts structurés, emprunts dits toxiques, mais également la Chambre régionale des comptes invite la métropole par des recommandations, notamment à mettre en conformité le temps de travail de l'ensemble des agents avec la durée légale de 1607 heures par an. C'est une recommandation. Donc, et la métropole s'en saisira.
Voilà pour ces éléments. Est-ce que cela appelle des questions de votre part? Oui, la parole est à Daniel de Murcia. Ben déjà, le rapport, ben moi je ne l'ai pas. Le rapport, je ne l'ai pas. Ah d'accord. D'accord. C'est ça, d'accord, ok. Je veux juste en savoir un peu plus concernant les empreintes toxiques. Parce que là, on a parlé d'empreintes toxiques. Est-ce que la métropole a délibéré dernièrement et comment s'est passée cette délibération? Bien, la métropole a délibéré en fait en acceptant le fonds de soutien. En fait, c'est un sujet qui est compliqué. Vous le savez, c'est des emprunts qui sont adossés l'euro franc suisse et au euro dollar franc suisse. Et vous savez que il y a quelques années de cela, il y a eu au moment de la crise financière, je dirais, la parité euro franc suisse a profondément bougé, ce qui a fait que ces emprunts sont devenus toxiques, c'est-à-dire que leurs taux d'intérêt ont pu monter jusqu'à des taux au-dessus de 15-18%, faisant peser sur la métropole des remboursements extrêmement élevés. Le débat a eu lieu le 1er juillet. In fine, la métropole a voté pour la mise en œuvre du fonds de soutien. Le débat a été nourri. Les votes ont été assez mesurés. Je voudrais juste rappeler très simplement comment les groupes politiques ont voté. Le groupe CCC a voté pour, justement, donc ce fonds de soutien. Le groupe PASC a voté pour. Le groupe ADIS a voté pour. Le groupe NISC s'est abstenu. Le groupe RCSE a voté contre. Le groupe Métropole d'Avenir a voté contre. Et le groupe Front National a voté contre. Et ceci a permis de dégager malgré tout une majorité qui a voté. C'est un débat complexe. La réalité ça a été de savoir si finalement on continuait à jouer à la roulette ou on arrêtait de jouer à la roulette, mais effectivement on payait malgré tout, je dirais, par le fonds de soutien, un certain nombre on perdait de l'argent tout en stabilisant ces emprunts définitivement. C'est le choix qui a été fait. Ce n'est pas un choix facile. Néanmoins, désormais, la métropole ne possède plus d'emprunts structurés. Donc, ce qui lui permet surtout de pouvoir voir l'avenir, notamment en matière, et de ne pas être soumis aux aléas des cours et aux aléas des marchés financiers, puisque, encore une fois, il est difficile de jeter la pierre sur celles et ceux qui ont contracté ces emprunts, puisque autant tout le monde a su lire les formules de calcul pour calculer un taux d'intérêt même adossé à la parité euro-franc suisse, mais personne à l'époque était capable de pouvoir dire que le franc suisse allait s'envoler dans le cadre de la crise financière, puisque d'abord et surtout personne n'avait prévu la crise financière. Les meilleurs économistes soient-ils n'avaient absolument pas prévu cette crise. Donc la réalité, c'est que beaucoup de communes aujourd'hui et d'intercommunalités sont confrontées à ces emprunts-là. Nous, à Pont-de-Claix, nous ne sommes pas confrontés à ces emprunts, ce qui est plutôt une très bonne chose. Néanmoins, nous avons des communes dans la région qui sont confrontées avec des degrés de toxicité qui vont varier. Vous avez des communes à proximité C5 qui ont été confrontées à ce type d'emprunt. Vous avez Sassenage, bien connu. Mais vous avez aussi, je crois, Visil. Vous avez, je crois, également Grenoble pour un tout petit emprunt et qui a été réglé en fin d'année dernière et qui était uniquement un emprunt avec un mécanisme de swap qui n'avait pas le degré de toxicité tel que nous pouvons le connaître là. Nous l'avons réglé. Beaucoup de communes et de métropoles ont fait ce choix. Le métropole du Grand Lyon a également accepté le fonds de soutien. Je rappelle que le conseil général, conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui avait porté la guerre contre cela il y a quelques années cela, a également suivi le fonds de soutien. Bon voilà, c'est un choix. Les contribuables ont perdu de l'argent, très clairement, sur un sujet comme celui-là. C'est une réalité. Je rappelle simplement que nous avions un contentieux, que à partir du moment où l'État
à, je dirais, considérer que le défaut de TEG, vous savez quel taux global d'un emprunt, le TEG, n'était plus un motif, je dirais, de méconnaissance, en fait, et qui pouvait faire prospérer un contentieux, et surtout qu'il y avait un caractère rétroactif. Je rappelle que les parlementaires ont voté un caractère rétroactif sur ce genre de choses, qui est absolument inouï comme décision qui ont été prises. Les voies du consensus étaient absolument, on peut jamais dire perdues totalement, mais la réalité, c'est qu'il n'y avait aucune commune qui aujourd'hui gagnait ses contentieux. Et ça a été le cas notamment de la commune de Sassenage, qui a souhaité aller jusqu'au bout du contentieux et qui récemment l'a perdu. Et se retrouve aujourd'hui confrontée avec des remboursements qui sont extrêmement élevés et avec des difficultés budgétaires assez importantes. Donc il n'y a jamais de bonne solution. Il y a une solution qui parie sur le long terme et il y a une solution qui dit on ne parie plus et on ne joue plus. Et finalement, moi, j'avais utilisé la formule suivante. Quand je suis dans un casino, aussi tant est qu'on rentre dans un casino, la meilleure façon de ne pas perdre de l'argent, c'est d'en sortir. Donc voilà, c'est ce qui avait été fait en l'espèce à la métropole. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes d'observation? Non. On peut considérer qu'on a pris acte du rapport. Le rapport a donc été vu par la représentation municipale. Je laisse la parole au premier adjoint, Sam Toscano, pour le rapport d'activité de la SPL Isère Aménagement. Oui, en tant qu'actionnaire de la SPL Isère Aménagement, il convient que le conseil municipal examine le rapport d'activité. Donc je vais faire l'impasse sur la lecture du rapport. Il est joint à la délibération. Est-ce qu'il appelle des observations? Il n'appelle pas d'observation. Nous pouvons considérer que nous avons pris acte. Action numéro 3, il s'agit du rapport d'activité de la SEM Territoire 38. Exactement la même chose avec la SEM Territoire 38. Nous sommes actionnaires et le conseil municipal doit prendre connaissance du rapport d'activité qui est aussi joint à la délibération. Est-ce que ça appelle des observations? On prend acte de ce rapport également de la SEM Territoire 38. Merci. Délibération numéro 4, il s'agit de la décision modificative numéro 1. La parole est à David Issette, adjoint en charge des finances. Alors donc la décision modificative numéro 1 donc, du budget principal ville. Donc on va commencer donc par l'investissement donc en dépenses. Donc vous avez donc dans la case donc DM1 donc l'étude pour 19 200 €, l'étude du centre-ville. Partie des études pour le centre-ville. Ensuite, moins 352 000 € en dépenses. Donc, c'est l'ajustement de l'enveloppe du centre-ville, plus après la bibliothèque et le centre aéré, moins 180 000 € pour le centre-ville et moins 161 000 € pour l'enveloppe bibliothèque et centre-ville. Ensuite, vous avez donc pour l'extension rénovation maternelle donc 440 000 €, puisqu'on a commencé donc pour les études et la première tranche de l'école, de la future école maternelle. Voilà pour les dépenses d'investissement. Pour donc un total de 107 000 € qui s'équilibre donc avec des subventions d'investissement reçues pour donc la même somme par rapport à la dotation de soutien à l'investissement public local donc sur la rénovation de 3 bâtiments publics, délibération qu'on avait passée au conseil municipal du mois de juin. Donc c'est des aides sur l'investissement public de l'État. Donc on a pu comme ça rénover certains de nos bâtiments. Donc voilà pour l'investissement de cette décision modificative. Pour le fonctionnement, donc en dépenses, vous avez donc en 0,11 charges à caractère général pour une somme totale de 216 000 €. Donc 216 000 € se répartissent comme suit. Donc un rectificatif EDF pour 97 000 € qu'on aura autant en recettes qu'en dépenses, parce que c'est rectificatif de facture sur l'année précédente. Ensuite, vous avez la journée du développement durable, c'est juste un changement de chapitre, puisqu'au lieu de cette journée, au lieu de la faire en extérieur, on l'a fait chez nous. Voilà. Ensuite, nous avons donc pour la mission locale Sud-Isère, puisque toujours pareil par rapport à la directrice, qui avant c'était une directrice, un employé ville qui était mise à disposition à la mission locale, et maintenant c'est un agent mission locale qui fait donc le mi-temps, donc ça s'inverse, donc pareil en dépenses et en recettes. Donc puisque maintenant c'est un personnel une prestation de service.
Ensuite, vous avez donc pour 16 000 euros le centenaire de la chimie. Ensuite, vous avez des honoraires donc pour postillon pour la défense fonctionnelle de Monsieur le maire et la directrice de cabinet qui avait été mise en défaut. Donc pour une valeur, on avait des provisions et notamment donc des prestations pour 25 000 euros. Voilà. L'évaluation du PEDT, donc la politique d'enfance du territoire, pour 30 000 euros, évolution qui commence, donc le cabinet a été choisi, l'évaluation va commencer là dans les jours à venir, pour après pouvoir créer le PEDT courant 2017. Voilà. Et après, donc juste un logiciel de prospective financière, donc pour une somme de 4 000 euros, donc qui nous fait une somme de 216 000 euros. Ensuite, en chapitre 014, donc atténuation de produits, c'est le fonds de péréquation intercommunal. On l'avait donc évalué à 80 000 euros, et sauf qu'il a augmenté. Maintenant, il est de 127 000 euros. Pour information, en 2015, il était de 70 000 euros. Donc, on se prend encore une augmentation sur le fonds de péréquation, donc pour plus de 50 000 euros. Voilà, donc toujours pareil, ça vient en plus de la DGF qui, vous savez, baisse de plus en plus. Ensuite, autre charge courante, donc les moins 10 200 euros. Donc il y a pour le CIM Janvienaire moins 15 000 euros par rapport au CIM. Alors ce n'est pas c'est pas la ville de Pont-de-Claix qui choisit de baisser comme ça la subvention au CIM Janvienaire, c'est qu'on est lié avec la ville d'Échirolles. La ville d'Échirolles aussi baisse leur budget, et donc nous, comme on participe à peu près pour un tiers de la subvention au CIM. Donc vu que Échirolles baisse, nous on est obligé de suivre, même si à la base il n'y avait pas forcément de volonté de la commune. Ensuite, il y a donc la journée du développement durable qu'on retrouve dans ce chapitre-là. Et la subvention régie de transport, on verra après, la subvention de régie de transport, donc pour plus 6 000 euros, vous aurez la délibération 5 et 6 pour ça. Ensuite, vous avez donc les charges exceptionnelles. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc par rapport notamment là c'est un risque sur contentieux, donc par rapport à l'école maternelle Villancourt. Donc il y a le numéro 2 du concours nous demande en fait des comptes en fait sur le choix, pourquoi il n'a pas été choisi. Donc on a provisionné donc 35 000 euros au cas où, si toutefois on avait à payer un montant. Et donc avec donc le chapitre dépenses imprévues, donc pour moins 20 000 euros pour pouvoir équilibrer les dépenses sur le fonctionnement. Ensuite, par rapport aux recettes, donc je vous parlais donc mission locale, donc moins 21 000 euros qui vient compenser ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la directrice. Les impôts et bases, donc augmentation des bases, donc de la TF et la TFB notamment, donc pour 115 000 euros. Avec une réforme aussi, donc réforme de la taxe d'habitation et de la taxe foncier bâti pour une valeur de 66 000 euros, donc ce qui fait en tout près de 180 000 euros d'augmentation par rapport notamment aux bases et aux réformes. Et ensuite, donc, produits exceptionnels pour 100 000 euros. Donc, toujours pareil, donc, c'est les 97 000 euros d'EDF que j'ai parlé tout à l'heure qui sont remis là en recettes. Et avec les mécènes, 3 850 euros de mécènes pour les centenaires de la chimie. Donc, le tout s'équilibre donc, en recettes et en dépenses pour une somme de 261 889 euros. Voilà. Bien, est-ce que cette présentation appelle des observations particulières? Oui, Simone Torres. Non, c'est juste une explication de vote. C'est donc toujours en désaccord avec la gestion municipale et conformément à notre position depuis le début du mandat. Nous nous abstiendrons sur les délibérations 4, 5 et 6. Merci, pas de souci. J'étais en train parce que dans le moniteur, en fait, on ne vous voyait pas. Je pense que c'est comme un des rideaux a été tiré, juste qu'on soit, voilà. Mais c'est pas... non, mais c'est pour vérifier, s'assurer que la caméra prend bien... Très bien. Merci, donc, je dirais explication de vote enregistrée. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, on en a 4 plus 3. C'est ça? 4 plus 3.
7 abstentions. Très bien, merci. Passons à la délibération numéro 5. Il s'agit de la modification du versement de la prestation de service au budget de la régie de transport d'avis 17. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc la délibération 5 et 6 sont liées. Donc, je vais vous faire l'explication sur la 5, puis comme ça, on votera après. Il n'y aura plus besoin de préciser celle-ci, de se préciser pour la 6. Donc, il y a un agent titulaire pour la régie de transport qui est absent depuis un certain temps. Donc, on a dû embaucher un agent contractuel. Donc, ça fait augmenter donc, le montant sur le 012 dans la régie de transport de 25 000 euros. Ces 25 000 euros sont financés donc, de 3 façons. La première, c'est 8 000 euros parce qu'on a diminué les prestations de service. Donc, du 011, ça passe au 012. Après, pour 11 000 euros, on a en fait cet agent a repris, mais il a repris à la ville au service technique, notamment au magasin. Donc la ville, donc la régie de transport refacture pour une somme de 11 000 euros à la ville. Et après les 6 000 euros, c'est les 6 000 euros que vous avez vu de dotation supplémentaire, de subvention supplémentaire que vous avez vu dans la décision modificative numéro 1. Voilà le principe donc de subvention pour la régie de transport, et donc cette délibération numéro 5 l'autorise donc à faire une subvention d'une hauteur de 6 000 euros pour la régie de transport. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Même vote? Non. Donc je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions à adopter. Délibération numéro 6. David 17. Et bien donc vous voyez, c'est la retranscription en écriture des 6 000, 11 000, 25 000 et 8 000 euros que je viens d'expliquer. Pas d'explication particulière? Même vote? Même vote. Ainsi, il en est décidé. Merci. Délibération numéro 7. Une autorisation d'Onomer de céder une autolaveuse à titre onéreux. Donc une autolaveuse qui appartenait au service technique. Donc on vous demande par cette délibération d'autoriser Monsieur le maire à la vendre. Donc on l'a acheté en 2009 pour un montant de 116 000 euros. Qui maintenant donc la SARL matériel industriel de balayage se porte acquéreur pour une somme totale de 33 500 euros, ce qui amène une plus-value pour la ville de 19 000 euros. Alors une plus-value comptable puisqu'elle a été amortie depuis maintenant toutes ces années, donc comptablement elle vaut 14 000 euros, et comme on la vend à 33 000, on fait une plus-value de 19 000 euros comptablement, bien sûr. Bien, merci. Une autolaveuse. Donc c'est une autolaveuse. Très bien. Bien, sur ce, je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient. Unanimité pour l'autolaveuse. Merci. Et nous passons à une autorisation donnée au maire de signer une convention entre la commune et la commission syndicale des moulins. Alors donc par rapport à la commission syndicale des moulins, donc la ville de Pont-de-Claix avait une enveloppe travaux, s'occupait des travaux, et jusqu'à maintenant il n'y avait jamais eu de convention en fait qui précisait que la ville faisait les travaux de la commission des moulins. Donc la nouvelle trésorière elle a demandé de régulariser cela. Donc maintenant on fait une convention, même si c'est le même fonctionnement qu'on avait depuis longtemps. Maintenant on fait une convention pour régulariser justement les méthodes et les systèmes de refacturation des travaux et de prestations de la ville par rapport à la commission des moulins. Des explications supplémentaires? Non. Très bien, je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient, unanimité, merci. David 17, toujours une demande de dérogation à l'obligation de repos dominical. Donc la société BD, donc Becton Dickinson, nous demande à compter du 1er octobre au 31 décembre 2016 de pouvoir en fait faire travailler le dimanche, donc de 6h50 à 14h ou de 9h à 16h, l'atelier notamment de stérilisation sur le site BD, puisque leur sous-traitant n'est pas capable de traiter les flux de stérilisation des nouveaux produits, en fait, des produits de forte valeur ajoutée. Les sous-traitants se servent plutôt, en fait, utilisent les produits classiques, et donc ils demandent qu'on puisse délibérer dessus. Alors cette demande a eu lieu à un comité d'entreprise donc au sein de BD, et l'accord a été signé par les organisations syndicales. Les organisations syndicales sont d'accord
pour venir travailler le dimanche, et ce sera fait appel à des volontaires et non pas obligatoire. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Oui, Daniel de Murcia. Monsieur le maire, mes chers collègues, le droit du travail a connu une évolution positive au cours du XXe siècle avec la fin du travail des enfants, les congés payés, le repos dominical, les 48 heures, puis 39 heures, puis 35 heures. Mais aussi le droit à la retraite, au chômage, à la reconnaissance de handicap ou maladie professionnelle. Mais ces droits acquis durement ne sont pas inhumables. Ils évoluent sans cesse, soit dans le sens d'une amélioration des conditions de travail et de la protection des travailleurs, soit dans le sens de la précarité et de l'augmentation de la généralité du travail. Aujourd'hui, clairement, nous sommes dans une phase de régression des droits du travail. Des droits sont amoindris, chômage, retraite, qui sont pourtant des mécanismes d'assurance bien que mutualisés et donc collectifs. Et certains sont dans la cible d'attaque. 35 heures, repos dominical. Nombreuses sont des tentatives de déstabilisation portées à ce jour, sous couvert de simplification et de liberté. Et certains commencent à porter leurs fruits. Nous ne reviendrons pas sur les lois de Macron ou El Khomri. Dans cette délibération, il est dit que la société Becton Dickinson souhaite une dérogation exceptionnelle au repos dominical du 1er octobre au 31 décembre. Il est précisé que la société fera appel à des volontaires et qu'un accord a été signé avec les organisations syndicales. Donc, acte. Il n'en reste pas moins que cette dérogation nous engage tous. Quand on dit que seuls les volontaires travailleront, il ne faut pas se leurrer. Nous ne le l'aurons pas. Les plus précaires seront ceux qui iront travailler le dimanche. Ce sont ceux qui seront embauchés. Ce sont ceux qui acceptent de travailler le dimanche. Ce sont ceux qui verront leur CDD renouvelé. Ce sont ceux qui acceptent de travailler le dimanche. Nous connaissons le monde de l'entreprise. Nous n'y trompons pas. Ce n'est pas un choix libre pour les salariés. Dans ce contexte, le droit du travail et le dialogue social doivent être considérés comme des atouts et non des freins à la démocratie économique et à la transition écologique. Mais le plus grave dans cette affaire est d'ordre sectoriel. Aujourd'hui, nos rythmes de vie sont de plus en plus frénétiques et le stress devient une caractéristique de notre temps. Or, faut-il abandonner l'idée d'une journée de repos ensemble où de nombreuses personnes souffrent de solitude? De nombreux parents ne voient que très peu leurs enfants, où de nombreux salariés souffrent de ne pas passer de temps avec leurs conjoints ou leurs concubins. Certains se battent pour faire un dimanche un jour comme un autre. C'est un combat qui rend compte de notre société individualiste où l'argent domine avec comme seul horizon le travail et l'achat. Or, nous considérons que chacun et chacune d'entre nous a besoin de ce temps partagé, de ce temps sans consommation, et ce qui permet aussi de se promener, de percevoir la richesse, la beauté, mais aussi la fragilité de ce milieu naturel qui nous entoure. Vous l'avez compris, nous sommes opposés à la génération de l'extinction du travail au dimanche. Pour autant, dans cette délibération, la première du genre de notre Conseil, il fait mention d'une demande de dérogation temporaire exceptionnelle, en raison de nécessité logistique avec un sous-traitant. Notre groupe Alliance républicaine de gauche et écologiste ne s'opposera pas donc à cette délibération, car elle est ponctuelle et ciblée, mais notre groupe sera particulièrement vigilant pour d'éventuelles demandes futures. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, Simone Torres. Obligé. Eh bien, j'ai écouté avec attention votre intervention, à laquelle je souscris complètement. Par contre, je ne comprends pas votre explication de vote. Donc nous, par contre, nous voterons contre, parce que oui, on ne peut pas accepter le travail du dimanche. Merci. Oui, la parole est à Dolores Rodriguez. Oui, alors dans l'idéologie, on peut être contre le travail du dimanche, hein, j'en suis
et j'en suis par ailleurs une fervente, je me bats contre, mais on peut pas d'un côté prôner le dialogue social et avec les organisations syndicales, et quand les organisations syndicales ont des accords, et on sait quand même que en tout cas il y a des syndicats très actifs, hein, avec Tom Dickinson, qui se battent aussi contre les fermetures de lignes, qui se battent contre pour que les emplois ferment pas. Évidemment, moi je soutiens l'ensemble des travailleurs, et qui, s'ils ont trouvé un accord, c'est que il doit être constructif, et on n'a pas tous les négociations qui ont eu lieu. Mais moi je fais confiance aux organisations syndicales, et en tout cas à la mienne particulièrement, pour défendre l'intérêt des salariés. Merci. Oui, Simone Torres. Bien sûr, je fais aussi confiance aux organisations syndicales, mais il faut être innocent pour croire qu'elles aussi, elles n'ont pas des contraintes à gérer. Donc, on maintient notre vote. Très bien. Parole est à Martine Glay. Nous sommes d'accord tout à fait pour cette demande de dérogation, parce qu'à partir du moment où il y a un accord, je pense que c'est tout à fait positif, et qu'on peut peut-être évoluer, puisqu'il y a des volontaires pour travailler, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à devenir souple, tout en faisant attention à ne pas être non plus subjugué par des dérives. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je soutiens cette idée. Nous soutenons cette idée. Très bien, merci. Il aurait été possible que cette délibération ne passe pas en conseil municipal. Et finalement, la représentation municipale aurait très bien pu dire, en tout cas le maire qui fait l'ordre du jour, aurait pu dire, bah écoutez, oui, il y a un accord avec les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales d'ailleurs, et puis, en fait, finalement, bon, ça ne nous concerne pas. Moi, j'ai souhaité que ça soit inscrit à l'ordre du jour. J'ai souhaité. Parce qu'on peut avoir effectivement des positions politiques, militantes, effectivement bien appuyées. On sait que c'est une entreprise où les organisations syndicales sont particulièrement exigeantes, et elles ont raison de l'être. On les reçoit souvent ici, et moi je les reçois souvent lorsqu'il s'agit je dirais, d'évolution du site, sur lequel je crois qu'on a toujours apporté collectivement notre solidarité au maintien de l'emploi sur le site. Et il n'y a pas de difficulté, et nous sommes tous très attachés à ça. Mais vraiment, je le souhaitais que finalement nous ne soyons pas... On aurait pu être un peu hypocrite. Puisqu'il y a une demande, on doit donner notre avis, ou alors ne rien dire, et ça là aurait valu avis favorable. À un moment donné, moi je préfère qu'on soit extrêmement clair avec nous-mêmes. Moi je ne suis pas un grand partisan, et à la métropole nous avons délibéré à l'unanimité d'ailleurs, l'unanimité des sensibilités politiques, pour refuser les évolutions législatives en matière d'ouverture dominicale. C'est quand même suffisamment rare pour le dire. Toute sensibilité politique confondue. Donc autant la gauche que la droite, et toutes les sensibilités à gauche, etc. Nous avons décidé de rester dans ce qui était finalement de l'ordre de la règle actuelle, mais de ne pas augmenter le nombre de jours de dimanche travaillés, ce que la loi nous permettait de faire. Vous savez que la loi avait évolué, mais la métropole grenobloise s'est bien gardée d'accepter, je dirais, toute évolution, et notamment tout dimanche travaillé supplémentaire. Donc c'est aussi, et je souhaitais qu'on le dise ici, parce que ça se dit à la métropole bien sûr, l'ensemble des élus de Pont-de-Claix siégeant à la métropole ont voté pour empêcher qu'il y ait plus de jours travaillés, notamment de dimanche travaillés. Mais je souhaitais aussi qu'on montre au travers de cette délibération que, en étant dans le nombre tel que nous avions, il pouvait y avoir des accords qui s'opéraient entre tout simplement les entreprises, les organisations syndicales. Et moi, j'ai tout simplement, à partir du moment où on reste dans le nombre de jours tel qu'il avait été défini préalablement, qu'on n'augmente pas ce nombre de jours, que nous puissions tout simplement, je dirais, suivre, je dis encore une fois, le dialogue social qu'il y a
dans l'entreprise, mais que nous n'allions pas au-delà de ce qui est tout simplement prévu. Et c'est en cela que la métropole a délibéré. Donc on aurait pu ne pas l'inscrire. Au moins, les choses sont posées. On assume. Ça permet aussi de dire ce qu'est la règle de façon plus globale. Il peut y avoir des spécificités, mais dans une certaine limite à ne pas dépasser. Voilà, c'est important de bien le rappeler aussi ce soir. Voilà. Sur ce, je mets aux voix, en respectant tous les points de vue. Pas de souci. Qui s'oppose? 4. Qui s'abstient? Adopté. Merci à vous. Délibération numéro 11. La parole est à Mébroc Bouquercy pour une autorisation donnée au maire de signer les documents relatifs à la rétrocession gratuite. Est-ce qu'on a retiré la pétition? Oui, monsieur le maire, mes chers... Ouais, elle a dit que ça a été retiré, parce qu'on attendait des documents pour pouvoir la présenter. Donc, un peu d'histoire. La commune a cédé au département de l'Isère, suite à sa demande à titre gracieux, la propriété de l'assiette foncière supportant le collège des Îles-de-Mars, actuellement, et ses annexes notariales. Les biens cédés comportent deux tellement, un comportant les bâtiments du collège et un comportant un terrain de sport. Conformément à la délibération du Conseil général en date du 29 octobre 2001 et de la délibération de la commune à Pont-de-Clair en date du 24 mars 2005, une clause de retour figure dans l'action de cession gratuite. Ce droit de retour prévoit, en cas d'arrêt et désaffectation prononcée par le préfet des terrains et des bâtiments, j'insiste sur les mots bâtiments, désaffectés, reviendront à la commune si cette dernière en font la demande. Donc vous vous doutez bien que la mairie en a fait la demande, et suite à la fermeture du collège, et conformément au droit de recours, donc elle demande à ce que le Conseil général lui rétrocède les terrains comportant les bâtiments, le terrain sport, et pas les terrains sur lesquels est situé les 3 ou 4 maisons. Voilà. Donc il faut passer. Merci. En fait, vous m'autorisez à tout simplement avoir l'acte notarié et à le signer avec le président du département. L'euro. Il faut faire des économies, c'est vrai. Le franc est plus intéressant. Au niveau coût. Est-ce que ça appelle des observations? C'est pas un petit sujet, nous y reviendrons sans doute plus tard, puisque nous allons avoir en fait en propriété le tènement, les bâtiments de l'ancien collège Île-de-Mars, qui deviendront propriété ville. Donc c'est ça le sujet. Et évidemment, ça c'est la procédure qui n'est pas une procédure particulière, hein, qui est une procédure assez classique. À partir du moment où les biens initiaux étaient municipaux, ils reviennent de fait à la ville, une fois que le bâtiment a perdu sa fonction de collège. Donc voilà. Donc ce qui se passe ici à Pont-de-Clair se passe partout ailleurs en France. Ça n'a rien de particulier. Voilà. Sur ce, je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci beaucoup. Mébroc Bouquercy, une autorisation donnée au maire de déposer des permis de démolir. Oui, monsieur le maire, mes chers frères, dans le cadre du projet semi-piétonisation de la place du 8 mai 1945, un certain nombre de places de stationnement seront supprimées. Toutefois, le projet prévoit de restituer des places à l'emplacement de ces locaux. Il y a lieu de procéder à la démolition de ces bâtiments. La commune est propriétaire de parcelles sur lesquelles sont implantés ces bâtiments. Elle s'est rendue acquéreur à l'amiable de ces locaux par acte notarié en date du 28 décembre 2006 et du 15 mai 2008. Ces acquisitions rentrent dans le cadre de la politique de rénovation urbaine du centre-ville. Donc un permis de démolir doit être déposé en vue d'autoriser ces démolitions de ces deux hangars. Rue Bizet. Hangar. Très bien. Est-ce que ça appelle des observations? Oui, Simone Torres. Juste une petite, c'est pas vraiment une observation. Monsieur Durand en commission avait demandé un plan sur la réfection du centre-ville. On lui avait répondu qu'il serait joint à la délibération. Et si Madame Graziani lui a dit qu'un plan serait joint à cette délibération, ainsi qu'un extrait du plan cadastral. Alors, il y a dû avoir une erreur parce que je m'étais... Ah oui.
J'avais dit que que les services allaient travailler dessus, qu'on le remettrait justement à un plan en juin, mais pas au conseil municipal. C'était trop juste à la prochaine commission. Puisqu'ils avaient même devancé aussi, puisque vous me tendez la perche, d'un autre bâtiment qui était en amont et il fallait tout travailler, tout le secteur. Voilà. Pardon. Donc là, dans le compte-rendu, il y a bien écrit « en conseil municipal ». Bon, il ne sera pas donné ce soir, on ne l'a pas, mais on va le transmettre dans les meilleurs délais. Les services le notent et voilà. Il n'y a pas, bien sûr, aucun souci sur ce point. Tout à fait. Sur ce mais aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci beaucoup. La parole est à Dolores Rodriguez pour le tableau de suppression et création de postes. Alors, je rassure Madame Torres sur cette délibération, sans être naïve, et les organisations syndicales ne le sont pas non plus. Le tableau qui vous est présenté ce soir a requis un avis unanime du CTP. Donc, vous avez des créations, beaucoup d'augmentation de quantité de postes. Il y a des postes, on est en train de terminer un petit peu le balayage des postes non pourvus, qui sont pas pourvus. Il y a le dernier qui est un poste d'un agent parti à la retraite, en sachant que les missions ont été scindées et une partie reprise par le Conseil général. C'est pour ça qu'il n'est pas reconduit. Voilà. Bien, est-ce que ça appelle des observations? Non. Est-ce qu'il y a des demandes de vote séparées? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 4 abstentions. Adopté, merci. Délibération numéro 14, des recrutements d'intervenants vacataires ponctuels avec des compétences spécifiques. Annulés, remplace. Vous avez tout dit, monsieur le maire. Hein, c'est une délibération qui annule et remplace 3 délibérations précédentes, avec une actualisation des tarifs et une motivation plus précise sur les interventions à faire. Ce sont des intervenants, je veux dire, une rémunération qui est plus liée à la spécificité, à la technicité des intervenants. Donc il y a 3 tarifs. Hein, il y a des interventions simples, me semble-t-il, de mémoire à 16 € brut, les interventions un peu plus du type conférence exposée à 39 € brut de l'heure, et des interventions encore plus complexes, hein, qui peuvent amener des tarifications à 62 € de l'heure. C'est vraiment des interventions ponctuelles, ça c'est bien ciblé, hein, c'est des thématiques culturelles, conférentielles. Je dis un exemple, on fait appel à un conférencier pour la petite enfance, et évidemment c'est régi par les codes de la fonction publique, c'est-à-dire que les prestations, elles sont payées une fois que le tarif est fait, et ça caractérise un peu plus pourquoi on les emploie et à quoi on les emploie, et surtout les compétences et les technicités des intervenants. On peut aussi éventuellement à des renforts simples, mais c'est spécifié, voilà. Donc ça, voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ça a été vu en commission, j'y étais pas et je m'en excuse. Ça n'a pas émis de commentaires spécifiques. Voilà. Bien, ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient? Unanimité, merci. Corinne Grillet pour le recrutement de personnel non titulaire pour l'encadrement des classes transplantées. Oui, il s'agit, alors, c'est des délibérations que vous voyez régulièrement, elles reviennent avec l'automne. Donc là, c'est pour les animateurs que l'on va recruter pour accompagner nos enfants à Vars. Voilà. Donc sur une base de 70 € par jour. Voilà, monsieur le maire. Merci. Des observations? Pas d'observation, je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci. Toujours Corinne Grillet pour l'autorisation d'une demande de subvention auprès de la DRAC. Oui, alors là, il s'agit de demander de l'argent à la DRAC, de demander une subvention de 13 000 €
pour les actions en direction des enfants, donc l'éducation artistique qui est proposée en direction de nos écoles et toutes les actions culturelles que l'on peut mener avec l'amphithéâtre, mais également avec les moulins de Villancourt. Voilà, monsieur le maire. Merci. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Merci. La parole est à Maxime Linfosi pour une autorisation de déposer un dossier de demande de subvention près de la métropole dans le cadre du Fonds de cohésion sociale. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, donc il s'agit de déposer un dossier de demande de subvention donc auprès de Grenoble-Alpes Métropole, donc dans le cadre du Fonds de cohésion sociale, donc pour le projet urbain Taillefer Centre-Ville. Comme vous le savez, on en a déjà parlé ici dans le cadre de la politique de la ville et du contrat de ville. La métropole, dans le cadre de ses fonds propres, agit aussi en direction des quartiers politiques de la ville et des quartiers fragilisés sur l'ensemble du territoire métropolitain par le biais d'un fonds de cohésion sociale, que ce soit en fonctionnement et en investissement. Donc il s'agit là de déposer une demande de subvention à hauteur de 10 000 € pour des études sur la requalification donc de la place Salvador Allende, qui fait le lien entre les travaux qui ont été entrepris et qui ont été réalisés place Hector Berlioz dans le quartier Taillefer-Marceline et le projet du centre-ville. Donc il s'agit donc de déposer, donc, comme je l'ai dit, une demande de subvention auprès de Grenoble-Alpes Métropole pour ce projet. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Toujours Maxime Linfosi pour la délibération 18. Une autorisation donnée au maire de signer l'annexe financière dans le cadre du centre ressources. Oui, donc le centre de ressources GUSP qui se situe à la maison de l'habitant, donc des délibérations récurrentes. Le centre de ressources GUSP, donc qui est coporté par la ville de Pont-de-Claix et la métropole et qui est associé des territoires plus lointains tels que le pays voironnais. Donc cette délibération permet donc au pays voironnais donc de participer au fonctionnement du centre de ressources GUSP à hauteur de 8 000 € pour la période donc du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Donc ce qui permet donc à la fois aux élus du territoire voironnais, aux habitants et aux techniciens de bénéficier donc du centre de ressources GUSP qui est situé donc sur la commune. Merci. Des observations? Pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Toujours Non. Si. Une autorisation donnée au maire de signer la convention de participation pour le poste d'agent de développement local. Oui, vous le savez certainement, depuis 2012, la ville de Pont-de-Claix, la SDH et l'OPAC 38, donc sur le quartier des Îles de Mars Olympiade, a créé conjointement un poste d'agent de développement local pour à la fois accompagner donc le projet de rénovation urbaine qui a eu lieu depuis 2012 et faciliter donc la relation entre les différents acteurs de ce territoire, donc en l'occurrence les services municipaux, les deux bailleurs et les habitants. Donc l'agent de développement local a pour objectif donc de servir de lien entre ces différents acteurs, d'assurer une présence de proximité sur le quartier, d'accompagner donc le projet de rénovation urbaine qui continue à se développer sur le quartier avec les ateliers publics urbains qui vont se remettre en place prochainement, de renforcer le lien social sur le quartier en permettant donc aux habitants de participer aux différentes instances et d'intégrer également le centre social Joliot-Curie et de permettre donc d'avoir un rôle de veille pour les différents acteurs bailleurs et villes. Donc l'objectif est de reconduire cet engagement pour l'année 2016-2017. Une participation financière donc de la SDH à hauteur de 10 000 €, de l'OPAC 38 de 9 000 € pour un an et grosso modo la ville participe à la même hauteur pour ce poste d'agent de développement local. Donc vous avez la convention en annexe et vous avez également le bilan du poste depuis 2012 et les différentes actions qui ont été menées par cet agent sur la commune. Pour terminer, c'est un point et un projet qui a été
qui est très intéressant puisque ça nous permet aussi, comme je l'ai dit, de renforcer ce lien avec les bailleurs. Il y a une nouvelle convention GUSP qui doit être rédigée et actée dès 2017. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer ce poste dans cette convention GUSP. Très bien, merci. Est-ce que ça appelle des observations? Non, je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Vous avez les décisions du maire prises par... Ah oui, non, il y a la délibération numéro 20, excusez-moi. Et c'est David 17 qui la présente. Donc, au cours de l'exercice de ses fonctions, il y a un agent de la ville qui a cassé ses lunettes. Donc, il y a un verre de lunettes qui a été cassé. Et donc, l'assurance responsabilité civile de la commune rembourse ce genre de dégâts. Par contre, il y a une franchise de 150 € pour l'assurance. Donc, en fait, on vous demande de délibérer ce soir afin de procéder au remboursement de la somme de 69 € qui est inférieure à la franchise à cet agent pour le remplacement de son verre de lunettes. Très bien. Voilà pour notre collègue sur ce remboursement. Pas d'opposition, j'imagine. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité. Les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal conformément à l'article 21, 22, 22 du Code général des collectivités. Est-ce que ça rappelle des observations? Aucune observation. Il n'y a pas de point divers inscrit à l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions orales inscrites à l'ordre du jour. Il est 21h33. Le conseil municipal est levé. Merci.